elle n'est pas à sa place. Tout le monde le lui a dit, toute sa vie. Soo-ah possède une force surhumaine. Elle peut soulever des lits, arrêter des gens en pleine course, projeter des adultes à main nue. Et à cause de cette force, le monde des humains a décidé qu'elle était un monstre. Quand son ami d'enfance Chris a été tué par un vampire, c'est elle qu'ils ont accusée. Ils l'ont traitée de vampire. Ils l'ont chassée de ville en ville jusqu'à ce qu'elle n'ait plus nulle part où aller. Aujourd'hui, elle s'est inscrite à Deceilis Academy, une école de nuit dans la ville côtière de Riverfield, où 7 frères vampires vivent ensemble dans un manoir voisin. Des orphelins, adolescents, fuyant un ennemi mystérieux qui a détruit leur foyer. Voici ce que personne ne comprend encore. Ni les vampires, ni les humains qui l'ont abandonné, ni même Soo-ah. Ces 7 vampires sont inexplicablement, surnaturellement attirés vers elle. Ils se sentent poussés à la protéger, à lui obéir, d'une façon qu'aucun d'eux ne peut expliquer. Et Soo-ah possède des capacités bien au-delà de sa force. Des capacités liées à une vie antérieure dont elle n'a aucun souvenir. Une vie où elle était leur reine. C'est l'histoire d'une fille redoutée par les humains qui trouve sa famille parmi les monstres qu'on l'accusait d'être. Et le mystère de leur connexion guide tout. Bienvenue sur Manhwa Recap Vault. Aujourd'hui, on entre dans quelque chose de différent. Une histoire qui mêle intrigue surnaturelle et profondeur émotionnelle d'une façon qui m'a sincèrement surpris. Si vous cherchez autre chose que le power fantasy habituel, c'est peut-être exactement ce qu'il vous faut. La vie de Soo-ah avant le début de l'histoire est marquée par une ironie cruelle. Elle a été rejetée par les humains pour être trop puissante, pas trop faible. Sa force surhumaine s'est manifestée dès la naissance. Elle peut soulever ce qu'aucune personne ne devrait pouvoir soulever. Et à cause de cela, on a supposé qu'elle était un vampire. La créature, même qu'elle apprendrait plus tard à comprendre. Quand son ami d'enfance Chris a été tué par un vrai vampire, la communauté a accusé Soo-ah. Elle a été chassée. Encore et encore, de ville en ville, contrainte de partir parce que ceux qui l'entouraient ne pouvaient accepter ce qu'elle était. Elle porte cette solitude particulière qui ne vient pas de la faiblesse, mais de la différence. Trop forte pour être acceptée par les humains. Trop humaine pour comprendre ce qu'elle est vraiment. L'histoire pose cela à travers des détails précis. La façon dont elle entre dans une pièce déjà préparée à l'hostilité. La façon dont elle se fait instinctivement plus petite alors qu'elle pourrait projeter un homme adulte à travers la pièce. Elle a passé sa vie à cacher les capacités mêmes qui la définissent. Et il y a autre chose que l'histoire révèle peu à peu. Soo-ah ne craint pas seulement le rejet. Elle a peur d'elle-même. Chaque fois que sa force jaillit malgré elle, chaque fois qu'elle saisit quelqu'un trop fort ou réagit trop vite, elle y voit la confirmation de l'accusation qui la poursuit depuis l'enfance, qu'elle est dangereuse, qu'elle est anormale. Quand Soo-ah s'inscrit à Deceilis Academy, école de nuit dans la ville côtière de Riverfield, elle ignore que 7 frères vampires y sont déjà. Elle a choisi cette école. Elle est venue de son propre chef. Et ce qu'elle découvre est nettement plus complexe qu'un simple nouveau départ. Deceilis Academy fonctionne la nuit. Les cours commencent après le coucher du soleil. Les élèves arpentent les couloirs sous une lumière artificielle, tandis que le vent du large venu de Riverfield fait vibrer les fenêtres. C'est un établissement singulier, mi-internat, mi-sanctuaire, qui attire des élèves qui, pour diverses raisons, ne trouvent pas leur place dans le monde du jour. Pour les 7 frères vampires vivant ensemble au manoir Riverfield, c'est la couverture idéale. Ils assistent aux cours, gardent les apparences et jouent au nightball, un sport unique
à l'école, qui fait l'office de monnaie sociale comme le football dans n'importe quelle académie ordinaire. Les frères vampires y excellent, d'une vitesse inhumaine, d'une coordination impossible. Les autres élèves mettent ça sur le compte du talent athlétique. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent. Et c'est l'une des grandes forces structurelles de l'histoire. Chacun des 7 frères est une personnalité distincte, avec ses pouvoirs propres, ses blessures propres et sa réaction propre à cette humaine apparue parmi eux. Heli est l'aîné. Il dirige avec une autorité tranquille et porte la responsabilité de ses 6 cadets. Son pouvoir est la télépathie. Il lit les pensées et les émotions de ceux qui l'entourent. Cela le rend perspicace à un degré frôlant l'omniscience dans une pièce. Mais cela le rend aussi sur ses gardes. Quand on entend ce que chacun pense réellement de vous, la vulnérabilité devient un risque calculé. Heli perçoit quelque chose chez Suha dès son arrivée. Une résonance dans ses pensées qu'il ne peut ni expliquer ni ignorer. Jean est l'exécuteur, bâti comme un mur, doté d'une force physique immense, même selon les critères vampiriques. C'est lui qui pose les limites, qui se dresse entre ses frères et le danger. Quand Suha manifeste pour la première fois sa propre force surhumaine, Jeanne est le premier à reconnaître ce que cela signifie. Qu'une humaine ne devrait pas pouvoir faire ce qu'elle vient de faire. Sa réaction n'est pas la peur, c'est la reconnaissance, comme si une part enfouie de lui avait déjà vu cette force. Jinoka contrôle le feu. De tous les frères, c'est lui qui brûle le plus fort, littéralement et par tempérament. Ses flammes prolongent ses émotions et ses émotions sont volatiles. Près de Suha, la volatilité s'apaise. Le feu se calme. Il ne sait pas pourquoi. Et il ne tient pas particulièrement à le savoir. Solon porte un secret qui pourrait briser la fraternité. Il est un hybride vampire-loup-garou, moitié de chaque espèce dans un monde où ces 2 espèces sont des ennemis mortels. Ses frères l'ignorent. La faction des loups-garous de l'école rivale l'ignore. Solon avance chaque jour sur un fil, étouffant la moitié de sa nature pour préserver la seule famille qu'il lui reste. Et l'arrivée de Suha, avec son inquiétante faculté de percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas, menace de défaire tout ce qu'il a caché. Shion est l'empathe, sensible, perceptif, portant le poids émotionnel de chacun. Il ressent la solitude de Suha dès qu'elle entre dans l'académie. Il la ressent comme une douleur physique. Et il est le premier frère à aller vers elle sans calcul ni prudence. Là où les autres observent et évaluent, Shion se contente de se connecter. Jaka est le stratège. De loin le plus intelligent des frères et celui qui formule le plus facilement ce que les autres se contentent de ressentir. Après moins d'1 semaine à observer Suha, Jaka le dit franchement. Elle n'est clairement pas une humaine ordinaire. Et il a raison. Mais même son intellect ne peut encore assembler le tableau complet de ce qu'elle est. Noah commande les ombres, le plus jeune frère, silencieux et observateur, préférant l'obscurité à la compagnie. Sa maîtrise des ombres est à la fois pouvoir et personnalité. Il se déplace sans être vu, observe depuis les marges et ne se révèle que lorsqu'il le choisit. Quand Suha le remarque dans un couloir obscur et hoche simplement la tête, reconnaissant sa présence sans peur ni gêne. C'est l'un des moments les plus discrètement bouleversants de l'histoire. Personne ne remarque Noah. Suha, si. Ce ne sont pas d'anciens prédateurs ténébreux. Ce sont des adolescents. Des vampires orphelins dont le foyer a été détruit par un ennemi mystérieux. Ils ne boivent du sang qu'une fois par an, lors de la lune de sang. Ils se chamaillent sur la stratégie du Nightball. Ils sont puissants, extraordinairement puissants, mais aussi jeunes, traumatisés et tendant de survivre dans un monde qui les détruirait
s'ils savaient ce qu'ils sont. La dynamique entre Suha et chaque vampire se déploie à son propre rythme. Et c'est exactement le bon choix d'écriture. Une histoire moindre se précipiterait pour établir les connexions. Celle-ci laisse les relations se construire par accumulation. Petits moments, espaces partagés, barrières qui s'effacent peu à peu. Ce qui rend cela remarquable, c'est l'attraction. Dès leur première rencontre, les vampires se sentent inexplicablement attirés vers Suha. Ils veulent la protéger. Ils se sentent contraints par sa présence d'une manière qu'aucun ne sait formuler. Et chez les 7 frères, l'attraction se manifeste différemment. Ellie l'entend dans ses pensées. Jeanne la ressent dans ses muscles. Shion l'absorbe émotionnellement. Noah la perçoit dans les ombres qui se courbent vers elle. Le même lien, réfracté à travers 7 personnalités. 7 fragments d'une connexion qu'aucun d'eux ne se souvient avoir formée. Les capacités de Suha vont bien au-delà de la force surhumaine. Et elle se manifeste d'une façon qui la terrifie. Elle découvre qu'elle peut commander les vampires. Pas convaincre, commander. Quand elle parle avec intention, les vampires obéissent, contre leur volonté. Cela s'appelle l'induction de commandement. Et ce pouvoir n'a rien de doux. C'est de la domination. Un contrôle sur des êtres eux-mêmes immensément puissants. La première fois que cela arrive, le moment est électrique. L'un des frères perd le contrôle, la soif de sang monte, le prédateur affleure. Et Suha, par pur instinct, prononce un seul mot, « Stop !» Et il s'arrête. Pas par choix. Parce que son corps s'est verrouillé. Parce que quelque chose dans la voix de Suha a traversé sa conscience et saisi sa nature vampirique comme une main se referme sur une laisse. Le frère reste figé, l'horreur et la confusion luttant sur son visage. Suha lui fait face, tout aussi horrifiée par ce qu'elle vient de faire. Elle peut aussi s'évaporer, son corps se dissolvant en brume avant de se reconstituer. Une capacité qu'aucune humaine ne devrait posséder. Une capacité qui laisse entendre qu'elle est bien plus que ce qu'elle paraît. La première fois que cela se produit, Suha panique. Son corps se disperse, simplement. Solide un instant, nuage de brume l'instant suivant, dérivant à travers la pièce avant de se reformer quelques secondes plus tard. Les vampires en sont témoins. La pièce devient silencieuse. Parce que l'évaporation n'est pas une faculté humaine. Ce n'est même pas une faculté vampirique standard. C'est quelque chose de plus ancien, d'une époque antérieure à toutes les leurs. À mesure que ces manifestations s'accumulent, un schéma se dessine. L'attraction surnaturelle des vampires envers Suha, sa capacité à les commander, sa force qui reflète la leur. Tout pointe vers quelque chose d'ancien, une connexion antérieure à chacun des protagonistes. Suha est liée à une vie antérieure, une vie où elle était le premier seigneur vampire, la reine de Kingdom of Vargr. Et ces 7 vampires, dans cette vie passée, ils étaient ses chevaliers. Ils ne s'en souviennent pas. Elle ne s'en souvient pas. Mais quelque chose de plus profond que la mémoire les rapproche. Un lien du destin qui explique chaque instant inexplicable de reconnaissance, chaque compulsion à protéger, chaque sensation que Suha a sa place parmi eux malgré son apparence ostensiblement humaine. Les souvenirs reviennent par fragments, pas comme des visions ou des rêves, comme des sensations. Suha traverse un couloir de Décélis Academy et est saisie par la certitude soudaine, écrasante, d'avoir déjà emprunté ce chemin. Pas ce couloir précis, mais un chemin comme celui-là. Mur de pierre, lumière des torches, 7 silhouettes marchant derrière elle en formation. La sensation passe, mais elle laisse une trace, une certitude qu'elle ne sait formuler. Les frères vivent la même chose. Ellie capte chez Suha des pensées qui n'appartiennent pas au présent. Flash d'une salle du trône, d'une couronne,
de 7 serments scellés dans le sang. Les ombres de Noah s'enroulent autour d'elle, protectrices, sans qu'il l'ait commandée, répondant à une allégeance que son esprit conscient n'a jamais jurée. Jan se place instinctivement entre Suha et toute menace perçue, adoptant une posture de garde qui semble pratiquée, comme si ses muscles se rappelaient un devoir que son esprit a oublié. Elle n'est pas leur protégée, elle est leur reine, elle l'ignore encore, et les souvenirs ne reviennent pas. Ils remontent main, poussant à travers des siècles de séparation comme une chose enterrée qui refuse de rester sous la terre. Bien sûr, Suha n'est pas seulement tombée sur une famille de cœur, elle est tombée en pleine guerre. Le monde surnaturel de Riverfield est divisé. Vampires et loups-garous coexistent dans une tension fragile. 4 frères loups-garous fréquentent un établissement rival, Sunshine City School, et l'animosité entre les deux espèces est profonde, génération après génération. Le genre de haine qui n'a plus besoin de raison, parce qu'elle est devenue sa propre justification. Les frères loups-garous sont territoriaux, agressifs et fondamentalement opposés à la présence vampirique à Riverfield. Leur école fonctionne le jour, contrepoint naturel à l'emploi du temps nocturne de Deceilis Academy. Et les deux institutions gravitent l'une autour de l'autre avec l'hostilité gravitationnelle de gangs rivaux partageant un même quartier. Les rencontres entre élèves vampires et loups-garous se produisent aux marges de la journée, aube et crépuscule, et ces rencontres sont rarement amicales. Le secret de Solon, qu'il est à moitié loup-garou, est une bombe à retardement au cœur de ce conflit. Si les frères vampires découvrent ce qu'il est, ils peuvent le rejeter. Si la faction des loups-garous le découvre, elle le revendiquera ou le tuera pour la souillure de leur lignée. Solon vit dans un no man's land entre deux espèces, n'appartenant pleinement à aucune, et chaque jour qui passe sans que son secret soit révélé est du temps emprunté. La tension s'intensifie quand la faction des loups-garous s'intéresse à Suha. Sa force, ses capacités, la façon dont les frères vampires se resserrent autour d'elle. Tout cela attire l'attention des mauvaises personnes. Et l'intérêt des loups-garous pour Suha crée un point de pression qui menace de forcer la main de Solon. Parce que plus les loups-garous s'approchent de Suha, plus ils s'approchent de lui. Et plus ils s'approchent de lui, plus il risque de flairer ce qu'il est réellement. Et au-delà des loups-garous, il y a une menace plus dangereuse, l'ennemi mystérieux qui a détruit l'orphelinat des frères vampires, un personnage nommé Dardan. Dardan ne veut pas tuer les 7 frères. C'est ce qui le rend terrifiant. Il les considère génétiquement complets et parfaits. Formule à la froide précision d'un scientifique décrivant des spécimens plutôt que des personnes. Dardan veut dupliquer leur pouvoir, comprendre l'architecture génétique qui rend ces 7 vampires uniques et la répliquer. Ils ne sont pas des ennemis pour lui. Ils sont de la matière première. Cela transforme la situation des frères, de l'exil au siège. Ils n'ont pas seulement perdu leur foyer, ils l'ont perdu face à un prédateur qui les traque activement. Chaque ville qu'ils ont traversée, chaque école qu'ils ont fréquentée, chaque sanctuaire temporaire a été abandonné parce que Dardan les retrouvait. Riverfield est leur dernière tentative de sécurité. Et le compte à rebours a déjà commencé. L'arc d'ouverture mène à une confrontation qui concerne autant les 7 vampires affrontant leur propre refus de faire confiance que la survie face aux menaces extérieures. Parce qu'accepter Suha signifie accepter la vulnérabilité. Ce sont des orphelins qui ont déjà tout perdu une fois. L'idée de s'attacher à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on pourrait leur arracher, est terrifiante d'une manière que ne le sont ni les ennemis ni les loups-garous. Pour des adolescents qui ont déjà vu leur monde brûler une fois,
Laisser quelqu'un entrer est l'acte de courage le plus grand qu'il puisse accomplir. Ce manoir occupe une place unique. Il s'appuie sur la lore de Enipen, le groupe de K-pop, ce qui lui donne un public déjà acquis immense. Chaque frère vampire correspond directement à un membre du groupe. Ellie et Haesung, Jan et Jae, Jino et Jake, Solon et Sungun, Shion et Sunu, Jaka et Jungwon, Noah et Nikki. Mais l'histoire mérite sa place entièrement par ses propres qualités. Pas besoin de connaître Enipen, pas besoin de s'intéresser à la K-pop. Le format du drame adolescent surnaturel sert parfaitement le matériau. Rivalité scolaire, tension vampire-loup-garou, courant romantique et un mystère central de réincarnation qui vous porte à travers les 70 chapitres. Et c'est une histoire complète. 70 chapitres. Début, milieu, fin. Pas de pause, pas de hiatus indéfini, pas de « en cours » depuis 2019 sans fin en vue. Dark Moon a paru de janvier 2022 à août 2023 et a raconté son histoire en entier. 7 volumes papier via Ease Press. Dans un paysage de manhwa perpétuellement en cours, un récit terminé est presque un luxe. La tension est émotionnelle. Les enjeux sont relationnels. Suha n'est pas une humaine sans défense parmi des monstres. Elle est potentiellement la personne la plus puissante de l'histoire, découvrant des capacités qu'elle ne comprend pas tout en bâtissant des liens véritables avec 7 vampires meurtris, orphelins, qui n'ont laissé personne s'approcher d'eux depuis des années. Le dessin de Henny accompagne cela superbement. Les expressions portent un poids émotionnel considérable. Riverfield et Descelis Academy sont rendus avec une richesse atmosphérique. Les couloirs de l'école de nuit baignés de bleu froid, le manoir dans une ambre chaude, les séquences de Nightball dans un mouvement dynamique. Et le langage visuel des vampires, la façon dont leur corps s'adoucit autour de Suha au fil des chapitres, est un travail subtil et gratifiant. Avec l'adaptation animée actuellement diffusée sur Crunchyroll, lancée en janvier 2026, 12 épisodes par Studio Troika, et Enipen, qui interprète l'opening One in a Billion, c'est l'un des titres les plus pertinents à couvrir en ce moment. Le volume de recherche est vif, la fanbase est active, et l'histoire tient sur tous les fronts. Voilà les fondations posées, et je vous l'assure, la complexité émotionnelle ne fait que s'approfondir à partir de là. L'histoire individuelle de chaque frère vampire se déploie dans les arcs suivants. Le conflit avec les loups-garous s'intensifie à mesure que les disputes territoriales deviennent personnelles. Le secret de Solon s'achemine vers une révélation qui menace de briser la famille. La traque de Dardan se resserre. Et la vie antérieure de Suha, comme reine vampire de Vargre, devient impossible à ignorer. Les souvenirs reviennent plus vite. Les pouvoirs grandissent. Les 7 serments d'une vie passée exigent d'être tenus. Si vous voulez voir l'histoire complète, les 70 chapitres, chaque révélation, chaque confrontation, dites-le moi en commentaire. Manhwa Recap Vault couvre les récits les plus marquants du genre. Abonnez-vous pour être là quand le prochain arrivera. Merci de votre attention. À la prochaine.